Merci beaucoup. Alors, il se trouve que je fais partie des lecteurs des ressources du CNESCO et je contribue modestement aux 300 ou 400 000 visites sur le site, mais plusieurs fois pour le coup. Donc, j'alimente les compteurs à chaque fois. Je veille à ne pas bloquer tous les cookies. Madame et Messieurs les co-responsables du CNESCO, Madame et Messieurs les coprésidents de la conférence, Monsieur le proviseur, Mesdames et Messieurs, j'ai vraiment grand plaisir à participer à l'ouverture de la 8e conférence de consensus organisée par le CNESCO et qui est consacrée cette fois-ci à la thématique « Nouveaux savoirs, nouvelles compétences des jeunes. Quelle construction dans et hors l'école ?» pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je vais revenir, mais parce que d'abord, une telle thématique est absolument essentielle à la compréhension du rôle de l'école au sein de notre société, un rôle qui est à la fois unique et irremplaçable, mais qui n'a de sens qu'en complémentarité avec d'autres rôles tout aussi uniques et irremplaçables d'autres acteurs. Je pense ici aux parents d'élèves, aux collectivités locales, au tissu associatif, à d'autres acteurs qui contribuent eux aussi à la politique éducative de notre pays, et évidemment aux élèves eux-mêmes, sur lesquels je reviendrai, dans l'acquisition de leurs propres savoirs et compétences. Alors j'ai essayé de m'interroger quand même sur cette thématique. De quoi parlons-nous exactement quand on parle de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences pour les jeunes aujourd'hui ? Alors, il se trouve que la liste des questions qui sont posées sur l'ensemble des ateliers qui jalonnent la journée sont quasiment un fil conducteur, mais il s'agit d'abord de s'interroger sur ce que la société veut transmettre à ces jeunes et ce que les jeunes construisent effectivement en matière de compétences. On parle beaucoup aujourd'hui de compétences psychosociales qui correspondent à ces compétences qui permettent de mieux se connaître, de mieux interagir avec les autres, de mieux vivre, compétences qui sont aussi nécessaires en complément de compétences plus disciplinaires pour choisir une orientation non subie, exercer un métier, changer de métier. Et on sait que ce sera fortement utilisé par les jeunes d'aujourd'hui dans leur vie future. Elles sont au fondement de l'insertion sociale et professionnelle. Alors cela dit, est-ce que l'école doit les enseigner comme des savoirs ou est-ce qu'elle doit les laisser du domaine des foyers et des familles ou d'autres sphères qui ne sont pas dans l'école ? Le choix, sachez-le, a été récemment fait, initialement en lien avec la lutte contre le harcèlement, d'assumer pleinement le rôle de l'école dans l'acquisition de ces compétences par tous les élèves. C'est pourquoi des cours d'empathie pour développer les compétences psychosociales, c'est le terme complet, ont été expérimentés l'année dernière dans plus de 1000 écoles avant d'être généralisés cette année. C'est pourquoi aussi la question du bien-être et de la santé mentale sont au cœur des réflexions actuelles sur le climat scolaire et sur l'école promotrice de santé. C'est également pourquoi le Conseil supérieur des programmes a été missionné pour réécrire l'ensemble des programmes de la scolarité obligatoire, mis en œuvre à compter de la rentrée 2025, avec une prise en compte explicite de l'objectif de développer les compétences psychosociales des élèves au cœur des enseignements disciplinaires. Et pour avoir discuté avec les pilotes des différents groupes d'experts du Conseil supérieur des programmes récemment sur le sujet, la tâche n'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas de dire qu'on va mettre des compétences psychosociales dans les contenus disciplinaires. Derrière, ça nécessite une vraie réflexion, une vraie ingénierie. Mais en tout cas, c'est une explicitation assez nouvelle, finalement, donnée au rôle de l'école. Peut-être aussi s'interroger en ouverture sur le caractère nouveau de ces compétences. Est-ce que ces compétences sont réellement nouvelles ? Alors, évidemment, pour certains savoirs ou certaines compétences, la réponse semble évidemment positive. Citons par exemple les savoirs numériques liés au progrès de la science informatique ou les savoirs cognitifs liés au progrès de la science du fonctionnement du cerveau humain. Et comme pour ces savoirs, le discours commun évoque également des compétences qui seraient nouvelles parmi la liste des compétences psychosociales que je citais tout à l'heure. Pourtant, une grande partie des savoirs qui sous-tendent ces compétences et ces savoirs complexes sont anciens. Il s'agit donc en partie de penser une nouvelle manière de les appréhender, de les enseigner, de les transmettre, de les faire siens, que uniquement de penser à de nouveaux savoirs ou de nouvelles compétences au sens propre du terme. Alors je pense bien que ce sont les deux en même temps, et ça ne retire rien évidemment à la richesse des débats à venir au cours de ces 2 jours, bien au contraire. Je voudrais insister aussi sur 2 catégories de savoirs et de compétences qui sont liées aux 2 grandes transitions que nous vivons, la transition numérique et la transition écologique. Dans l'un comme dans l'autre cas,
l'institution scolaire a inscrit dans ses programmes d'enseignement les éléments concernant l'informatique d'une part et l'éducation au développement d'autre part depuis plusieurs décennies maintenant. Pour autant, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce efficient? Est-ce en adéquation avec l'acuité de ces transitions aujourd'hui? Sans doute les réponses à ces questions méritent-elles de la nuance. Une réponse entièrement négative ne rendrait pas justice de tout ce qui est engagé, à toutes les échelles, depuis l'administration centrale du ministère jusque dans chaque salle de classe. Une réponse entièrement positive non plus ne rendrait pas compte des difficultés objectives que rencontre la mise en œuvre de ces enseignements et éducation et sur lesquelles, j'imagine, vous ne manquerez pas de revenir. Le manque de formation et de temps de formation pour les professeurs, le manque de temps tout simplement pour les mettre en œuvre, le manque de matériaux parfois, le manque de moyens, la rapidité du changement de certaines pratiques par les élèves, la rapidité des progrès de la science, etc. Ce sont des choses que nous ne nions pas au ministère et que nous essayons aussi de prendre en compte. L'objectif des 2 jours de cette conférence du consensus sera aussi, et je l'espère vivement avec beaucoup d'intérêt in fine, quand les ressources seront produites, de proposer des pistes concrètes pour rendre à la fois ambitieuse et réaliste la mise en œuvre de la formation des élèves au développement durable et à la transition écologique d'une part et au numérique d'autre part. La thématique de la conférence s'attache aussi à penser le lien entre ce qui se passe dans l'école et hors de l'école et sur lequel je voudrais revenir également. C'est une question qui permet d'interroger d'abord la forme scolaire. Alors, j'ai vu qu'un des ateliers portait précisément là-dessus. Cette forme scolaire qui est un héritage très ancien de plusieurs siècles, enfin, héritage historique de plusieurs siècles d'histoire de l'école et plus particulièrement d'histoire de l'école républicaine et laïque. Et c'est une question donc qui permettra de réfléchir à l'adéquation de cette forme scolaire aux besoins d'une société en rapide évolution, de voir comment des femmes et des hommes cherchent à réinventer cette forme dans des écoles, des collèges et des lycées pour mieux répondre aux besoins contextualisés de leurs élèves. Nous avons à présent une mine d'informations au niveau national avec le Conseil national de la refondation que Cécile connaît bien et qui a impulsé un mouvement aussi de prise en main par les enseignants de projets nouveaux qui ont fait l'objet de financements au bénéfice des élèves. Ce sera aussi l'occasion de tenter de percevoir, et vous remarquez la nuance que je mets, dans quelle mesure l'institution scolaire est en capacité de penser l'école de demain, de penser l'école face aux défis d'aujourd'hui et de demain, de soutenir l'innovation dans les salles de classe. La thématique de la conférence permet aussi de s'interroger sur les interstices de vie de l'élève entre la sphère intime, celle de la famille, des amis, la sphère publique, celle des collectivités, de l'État, dont l'école est l'incarnation de proximité la plus immédiate, et la sphère civile, celle des associations, des groupes d'intérêt. Et à l'intersection de ces 3 sphères, l'élève développe des capacités hors du champ scolaire que l'école dévalorise le plus souvent quand elle ne les considère pas comme concurrentielles de la transmission académique. Et je considère qu'on ferait mieux collectivement de se poser les bonnes questions. Comment l'école accueille-t-elle les compétences acquises par les élèves hors de l'école ? Les modalités considérées comme informelles d'acquisition des savoirs et liées aux usages numériques des élèves ont-elles droit de citer dans la salle de classe? À quelles conditions pourraient-elles avoir ce droit? Avec quel objectif? Simplement celui d'apprendre aux élèves à faire un meilleur usage de ces modalités, ou bien celui d'utiliser ces modalités pour enrichir la relation pédagogique. Alors autant sur le premier terme, ce sont des choses que nous travaillons, autant sur le second, c'est encore largement un impensé, y compris au niveau ministériel. Et donc, c'est une réflexion qui mènera à essayer d'analyser la manière dont l'école accepte ou pas que d'autres espaces, d'autres temps, d'autres acteurs contribuent à l'acquisition de savoir et de compétences chez les jeunes. C'est la question finalement de la continuité aussi du temps de l'enfant et du jeune qui est au cœur du questionnement. L'apprentissage de savoir et de compétences, en effet, par un enfant, se fait sans solution de continuité. Et face aux 2 grandes transitions que je citais en cours, numérique et écologique, des discours, des réactions, des enthousiasmes, des convictions, des appréhensions parfois se mêlent et les jeunes en sont les dessinateurs, trop souvent passifs, parfois victimes. Une des ambitions majeures de l'école est de permettre aux jeunes de développer un esprit critique suffisamment affûté pour leur permettre de déceler, de discriminer ce qui, au-delà des arguments, repose sur des croyances ou des opinions et ce qui repose sur des faits attestés par la science. Et à mon sens, et cela ne vous étonnera pas, j'imagine, compte tenu du lieu d'où je parle, le rôle de l'école est de rendre le jeune capable de vivre sans dissonance cognitive ce qu'il apprend de manière formelle et informelle. Ce qui fait reposer sur l'école une responsabilité qui n'est évidemment pas mince. Pour aller plus loin, l'école doit faire une place aux savoirs et aux compétences que les élèves ont acquis en dehors d'elle,
Elle doit s'appuyer dessus pour enrichir la relation élève-professeur et élève-élève. Plutôt que l'école, et les discours sont assez fréquents sur le sujet, se pensent comme une forteresse assiégée ou comme un lieu sanctuaire, qu'il conviendrait de préserver à tout prix des évolutions d'un monde forcément hostile. Il faut en appeler plutôt à une école qui vit en symbiose avec la société, qui en éclaire les grands débats, qui prépare les jeunes à être pleinement dans le monde pour être capable de l'infléchir, qui engage chacun à le considérer comme une maison commune et un bien commun. Alors peut-être cela vous paraîtra-t-il trop lyrique, voire naïf, mais l'acte éducatif, qui recouvre à la fois la transmission des savoirs et l'acquisition de compétences, repose pour moi sur 3 convictions profondes. D'abord, celle de l'éducabilité irréductible de chaque enfant. Ensuite, celle de la nécessité absolue d'une alliance éducative pour réaliser cette éducation. L'école ne peut pas tout, et elle ne peut encore moins tout toute seule, contrairement à ce qu'on entend parfois, y compris dans les instances de la représentation nationale. Et enfin, celle de la nécessaire adéquation de cette éducation aux grands enjeux présents et à venir. C'est pour cela que, comme je l'ai dit plus tôt, les programmes d'enseignement intégreront explicitement le développement des compétences psychosociales des élèves à partir de la rentrée 2025. C'est aussi pour cela que les nouveaux programmes devront intégrer dès leur conception l'éducation au développement durable et pas comme une surcouche qu'on viendrait surajouter comme un supplément d'âme dans des programmes déjà écrits. C'est aussi pour cela que le ministère engage une réflexion approfondie sur la place de l'intelligence artificielle, particulièrement l'intelligence artificielle générative, dans l'acte enseignant, réflexion qui devrait aboutir à la rédaction d'une feuille de route d'ici quelques semaines. Et c'est enfin pour cela que des outils nouveaux ont été développés, comme le service public en ligne PIX, qui permet de développer et de certifier ses compétences numériques. Cela dit, j'ai la conviction que nous devons et pouvons aller encore plus loin, à condition de penser l'école dans son interaction dynamique et positive avec l'individu, avec la société, avec la structure politique qui organise la vie démocratique. Je sais que ces 2 journées seront riches et sans doute animées, à l'image de la passion suscitée par les débats autour de l'école et de l'éducation, et à la hauteur des enjeux qui seront au centre de vos échanges. Je lirai avec grand intérêt les productions que le CNESCO publiera à la faveur de cette conférence de consensus, avec l'idée qu'elle pourra alimenter la prise de décision et éclairer les politiques publiques d'éducation. Je rêve d'ailleurs que la diapositive avec les partenaires et aussi la mention du logo du ministère de l'Éducation nationale, je crois, parce que c'est une réalité aussi, hein. Mais je crois aussi profondément que c'est la raison d'être du CNESCO. Donc c'est la raison pour laquelle il me semble vraiment important de poursuivre le travail partenarial qui est engagé aujourd'hui entre la Direction générale de l'enseignement scolaire et le CNESCO. Je sais que les conditions sont réunies, je sais que la relève est assurée, je regarde les éléments de la relève et je les remercie tous les deux pour que ce travail se poursuive et je m'en réjouis. Et là, je ne pourrais pas participer au débat de la journée, je le regrette vivement, mais je vous remercie pour votre attention et vous souhaite d'excellents travaux.